BFM Business, BFM Crypto, le club. On retrouve Louis-Alexandre de Froissart et Valentin Démé. Louis-Alexandre, vous allez nous dire que faire dans ce contexte où les cryptos sont malmenés. Louis-Alexandre, c'est une étape importante là que vient de franchir BNP Paribas. Oui, c'est une étape très importante parce que, si vous voulez, BNP, on leur disait il y a longtemps de s'intéresser quand même à ces technologies émergentes. On n'avait pas tellement de retour de leur part et cette technologie de flash loan est assez intéressante parce que ça va permettre de faire des prêts flash pour pouvoir avoir en fin de journée des cohérences de fonds propres. Et ça, c'est très intéressant. Et surtout, ça valide quoi? Ça valide que les fondamentaux ne bougent pas. C'est l'utilisation d'Ethereum continue, que le marché monte ou descend. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de cas d'application. Oui, parce qu'effectivement, c'est sur une des technologies proposées par Ethereum, donc la deuxième blockchain la plus capitalisée du marché après Bitcoin, avec cette capacité d'avoir de la programmabilité, de l'intelligence dans les transactions. Et donc, c'est ce que dit effectivement Louis. Et Louis-Alexandre, c'est une inquiétude légitime de la part des banques? Oui, légitime. D'ailleurs, il y a eu un très bon article des Échos sur ce sujet il y a 2-3 mois. Les chiffres étaient on était un peu plus inquiets en Europe parce qu'on parlait de 15% de disparition des fonds propres. Donc c'est un vrai problème de financement pour les banques, puisque n'oublions pas que les banques, leur raison d'être aujourd'hui, c'est quand même de financer l'économie. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on leur demande, de participer au financement de l'économie. Et si on leur enlève de la ressource, qui est la ressource primaire, qui est quand même leurs fonds propres, ça va être un peu compliqué. Donc c'est un vrai. Là, on est sur un vrai sujet. Oui. Et en fait, ça rebondit exactement avec la news précédente, avec la capacité de tokeniser certains actifs durant un instant T très, très réduit pour aller chercher justement les 8% qu'on va perdre, les 15% sur certaines estimations, de pouvoir tokeniser une partie d'un bilan ou d'autres choses pour finir la journée à l'équilibre. Donc en fait, c'est les deux news qui se répondent. Et quel intérêt pour un particulier ou même pour une entreprise d'avoir de l'e-dollar ou de l'e-euro? L'intérêt, nous on est un peu Bitcoin maximaliste, donc on va pas forcément voir un intérêt particulier. En tout cas, dans les monnaies digitales de banque centrale, je vois beaucoup plus un intérêt pour le régulateur que pour le consommateur. À son retour, Louis-Alexandre, quelque chose à ajouter sur ce dossier de la Centrafrique avant de nous dire ce qu'on fait dans ce bear market crypto? Je vois deux choses. Je vois d'une part mieux gérer l'énergie, parce qu'en fait, un pays qui a un peu de soleil, donc à mon avis, il pourrait peut-être produire de l'énergie et s'en servir pour Bitcoin, pour miner du Bitcoin. Ouais. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que ce sont des pays qui, au niveau cadastral, sont quelquefois un petit peu légers. Et les architectures blockchain vont peut-être permettre aussi de résoudre des problématiques de propriété et de tokenisation d'actifs, comme on a pu le voir. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce crypto crash? On peut parler crash, ou vous préférez dire bear market? Bear market, ou même peut-être un jour un hiver crypto si ça dure plus longtemps. En fait, déjà on commence par dézoomer. C'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, on commence par dézoomer. D'abord, c'est difficile quand ces cryptos sont cotés 24 heures sur 24. Oui, mais c'est justement pour ça qu'il faut savoir aussi de temps en temps couper les choses et prendre du recul. En fait, quand on regarde l'historique, on a au moins 3 baisses supérieures à 80% dans l'histoire de Bitcoin. 3 corrections supérieures à 80%. Et ça veut dire que c'est déjà arrivé. Et Bitcoin est déjà reparti, et que le plus ancien point bas, on est aux environs de $3000. Donc, je dirais, si aujourd'hui on nous dit que 25 000 $ c'est le point bas, ou 20 000 $ c'est le point bas, et bien ça veut dire que on a un point bas qui est passé de 3 000 $ à 20 000 $ sur la courbe long terme, 164% par an. Donc, on revient au basique, c'est les baisses précédentes et l'usage. Et on vient de voir que Ethereum est un usage, par exemple, pour JP Morgan. Et comme le Bitcoin aujourd'hui continue à être adopté par un nombre croissant de personnes. Et même la deuxième couche s'appelle Lightning, a une ouverture de nœuds de plus en plus importants et de canaux beaucoup plus importants. Donc, revenons aux fondamentaux. L'usage, lui, il est stable, voire même en hausse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on retourne aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ça. C'est l'utilisation. Vous m'avez soufflé quelques petites choses. Les fondamentaux, en fait, c'est ça. C'est qu'on continue à utiliser. D'une part, on a déjà connu ces baisses. Et d'autre part, l'adoption est en croissance. Et c'est ça les fondamentaux. C'est qu'on continue à utiliser. Ethereum, le prix du gaz sur Ethereum, qui est donc le coût d'utilisation de cette chaîne, il est globalement stable. Ce qui veut bien dire que les gens continuent à l'utiliser. C'est ça les fondamentaux. Valentin, jusqu'ici, vous souscrivez ? Totalement. Alors effectivement, un hiver un peu plus long qu'un bear market, ça on ne sait pas, mais la finalité des utilisations des technologies sous-jacentes comme la blockchain ou de ce qui existe déjà et des applications comme Bitcoin
ou Ethereum. Pour le coup, on est bien armé pour s'en sortir prochainement. Et puis n'oublions pas le halving, le fameux halving sur Bitcoin. Bitcoin a un halving tous les 4 ans, on est pile au milieu. On a eu le halving de mai 2020, on a le halving de mai 2024, on est pile entre deux halvings. Le halving, c'est la division par 2 de la récompense des mineurs. Et de la création monétaire. Et la création monétaire, donc c'est une diminution de la création monétaire. Et historiquement, il y a toujours eu une période creuse entre deux halvings. Et là, on est en plein dedans. Donc, quelque part, c'est cohérent et ça nous dit, bon, restons calmes et prenons les bonnes décisions. Entre deux halvings. Mais bon, ça se situe au milieu, juste au milieu. Là, on est pile au milieu. Très bien, ok. Alors, quelle décision prendre aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, les décisions à prendre sont extrêmement simples. Nous, les gens que l'on conseille, déjà, quand on était à 58 000 $, on n'était pas super à l'aise avec les prix d'entrée. D'accord. Donc, aujourd'hui, on peut faire ces moyennes d'entrée. Et un des systèmes les plus simples, c'est d'aller utiliser ce qu'on appelle la technique du dollar cost average, ou en tout cas des points d'entrée qui peuvent être quotidiens, hebdomadaires, mensuels, ainsi de suite. Il faut savoir que Bitcoin, par exemple, ou Ether sont des valeurs hautement divisibles. Ça veut dire que quand c'est hautement divisible, je peux en acheter pour 10 € par jour, si je souhaite. Donc, il n'y a pas meilleur moment pour mettre en place un achat automatisé. Des achats programmés. Ah oui, vraiment, c'est la période pour le faire. Et tous ceux qui l'ont fait au même moment il y a 4 ans se rendent compte qu'aujourd'hui, leur wallet a pris une forme extraordinaire parce que c'est sur ces marchés baissiers qu'il faut le faire. La dernière fois qu'on s'est posé tant de questions, c'était il y a 4 ans, justement. Ah oui, ouais. Alors, on s'est posé beaucoup de questions il y a 4 ans. D'ailleurs, c'était très drôle. J'avais une journaliste de Journal du Net qui m'interrogeait régulièrement depuis 2016. Et elle m'appelle en mai 2018. Donc, vous voyez, on était là encore pile poil entre deux halvings. Et elle me dit, Louis-Alexandre, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour gagner de l'argent sur la baisse de crypto ? Et je lui dis, mais ma chère amie, je pense que là, vous n'avez pas compris le but. Le but, c'est pas d'aller gagner sur la baisse de crypto. C'est aujourd'hui qu'il faut se mettre en place. Prendre la vague. Ben oui, prendre la vague. Et si on n'est pas sûr, parce qu'on n'est pas sûr de la valeur, ça peut encore baisser comme on l'a dit, eh bien, on met en place un achat régulier. Bitcoin, pour commencer. Ethereum, déjà, on a 60-70% du marché. Et puis, il y a peut-être aussi quelques cryptos. Oui, par exemple, Tezos a pris 10 places dans le classement une semaine. Nous, on aime bien cette valeur-là, mais il y en a d'autres aussi. Vous voyez, comme le BNB, qui reflète l'activité de la première plateforme mondiale, Binance. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on peut rentrer un petit peu, ou alors tous les jours. Et les stablecoins dont on a tant parlé ces derniers jours, stable tokens, on y retourne ? Alors sur les stablecoins, on peut quand même se poser la question parce qu'on a eu un marché assez secoué. Ouais. Donc nous, on se pose 2 types de questions. Est-ce que c'est fortuit ou est-ce que c'est téléguidé ? Bon, en d'autres termes, est-ce qu'il y a une attaque qui a été fomentée contre un stablecoin et c'est le premier, et demain, ça sera un deuxième stablecoin, et à ce moment-là, il faut être un petit peu prudent, parce que les stablecoins sont clairement des concurrents très forts aux monnaies digitales de banque centrale. Donc là, on va dire que pour l'instant, on fait une petite pause et on observe. Et en fonction de comment les choses vont se passer, on aura le temps de revenir sur les stablecoins et stabletokens. Pour l'instant, on fait une petite pause. On ne met pas tous les stablecoins dans le même sac. Merci messieurs d'avoir participé à ce club Crypto BFM. Louis-Alexandre de Froissart, Montaigne, conseiller patrimoine, et Valentin Demey de Cryptost. Bientôt 17h sur BFM Business. On va faire une petite pause et se retrouver pour la dernière heure de cette émission, celle qui nous mène à la clôture, à la Bourse de Paris. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.